Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler crise, krach boursier. Parce que tout simplement je veux anticiper un petit peu parce que je sais très bien que dès qu'il va y avoir une baisse de 2-3%, quasi ligne droite sur les marchés, tout le monde va se remettre à paniquer. C'est-à-dire que tout le monde oublie toujours de là où on vient et tout de suite tout le monde se focalise sur le court terme, c'est-à-dire baisser de 2-3%, c'est tout de suite la fin du monde. Et alors, on reparlera de crise, de krach boursier, on va vous reparler de tout ce qu'on vous a servi sur la table pour expliquer les raisons qu'il pourrait amener une récession, une crise, le krach boursier, bref, c'est toujours la même chose. Donc on va anticiper et on va travailler ensemble sur une liste qui avait déjà été faite. Je pense qu'il ne faut pas réinventer la roue. Quand il y a de bonnes choses qui ont été faites, il faut les utiliser. Et l'important aujourd'hui, c'est tout simplement de trouver l'information et c'est l'exercice que j'essaye de vous faire et donc je le partage également avec vous. Donc du coup, quand on veut essayer, entre guillemets, d'anticiper, bien entendu, c'est toujours la pire des choses à faire, d'anticiper la crise, etc., ou les raisons qui pourraient amener une récession, ou quand est-ce qu'elle va advenir. Et là, l'idée, c'est vraiment de reprendre un tableau, et un tableau qui a été, donc avec plusieurs questions à vous poser, et derrière, un curseur à mettre. Alors, c'est un tableau de Howard Marks, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un gestionnaire de fonds, il est très connu, et il a eu de très bons résultats, et lui, sa spécialité, c'est vraiment de s'intéresser au cycle macroéconomique, et donc vraiment d'approcher les marchés avec une vue des cycles, et d'investir donc en fonction de ces cycles-là. Et en fonction de ça, également, il a une approche qu'on peut considérer comme long terme, c'est pas du buy and hold pur, mais il a une approche qui est de suivi du cycle. Donc on va dire il est bien servi actuellement. Il a une lettre d'information que je vous invite à lire. Et donc ce tableau-là, je le ressors d'une lettre qu'il a écrite en 2006. Et ça s'appelle « It is what it is ». Et quelque part, la traduction que l'on peut faire, et c'est quelque chose vraiment, c'est tout simplement de ne pas anticiper les marchés. Les marchés sont ce qu'ils sont. Et il y a une bonne raison pour qu'ils montent, il y a une bonne raison pour qu'ils baissent. Et il faut essayer de vraiment faire abstraction de tout ce qu'on a pu vous enseigner, tout ce qu'on a pu vous apprendre pour vous expliquer pourquoi les marchés sont chers et pourquoi ils sont trop chers et pourquoi c'est l'euphorie, pourquoi c'est la bulle. Et plutôt de vous dire, est-ce que le paradigme n'a pas changé aujourd'hui? Quelles sont les conditions qui font que potentiellement le paradigme change? Et donc, finalement, je l'expliquerai dans une autre vidéo, mais finalement, la manière dont on a aujourd'hui de calculer si le marché est trop cher ou pas assez cher, est-ce que c'est réellement encore aujourd'hui la bonne manière de faire? Donc il ne faut jamais hésiter à tout remettre en cause tout simplement en bourse et à éviter de se mettre des œillères en suivant des schémas qui fonctionnent dans la majorité des cas, mais derrière il faut accepter qu'on arrive dans des conditions de marché d'inefficience et donc il faut accepter justement qu'il y a d'enlever ces frontières-là. Parce que sinon, si vous gardez ces frontières-là, vous loupez justement l'inefficience du marché et c'est là où, à la hausse, il y a les plus gros gains à faire et à la baisse, les plus belles opportunités à saisir. Donc on va faire le point du tableau ensemble. Alors voilà, le tableau, il se résume assez simplement finalement à juste sur la partie gauche, à vous poser quelques questions et derrière à répondre. Alors personnellement, j'ajouterai quelque chose, c'est-à-dire que chacun va noter, et dans les commentaires, vous allez me dire, vous, comment vous allez noter les choses. Moi, je vais vous dire comment je le pense également. Et dans les commentaires, on va voir, c'est subjectif. Et c'est toujours la même chose, c'est bien ce qu'il faut comprendre. Si on fait de l'analyse fondamentale, si on essaye d'analyser le cycle macro et ce qui pourrait devenir, parce que c'est bien ça qui est important, on a tendance à trop se figer sur les chiffres actuels et les chiffres passés, mais ce qui nous importe, c'est quels vont être les chiffres futurs. C'est ça que le marché, lui, il anticipe avec des mois d'avance. Donc c'est vers ça également que nous, il faut anticiper. Donc quand on fait cet exercice-là, le but, c'est pas de se dire, ok, où on est aujourd'hui, mais c'est se projeter où est-ce qu'on peut être dans 6 mois, dans 1 an, et donc tenter de se projeter sur ça. Et bien entendu, le mauvais côté de cette chose-là, c'est que ça ne vous donne absolument pas le timing. Donc il faut bien aussi comprendre derrière quand vous êtes dans un marché où vous dites, bon, on est dans l'exubérance, donc il faut faire attention, mais j'ai pas le timing. Donc j'évite également d'anticiper sur mes positions, sur mon portefeuille. Ça allume juste une lumière d'alerte derrière ma tête qui me dit
attention, méfiance, il faut être préparé justement à l'incertitude, à un retour de la volatilité. Et c'est pour ça également que je vous fais cette vidéo-là. C'est pas pour vous dire, voilà, on va faire la notation, et si on en a plus dans la colonne de gauche que dans la colonne de droite, ça y est, il faut tout vendre, c'est la crise, c'est le krach boursier, il faut partir tout de suite. Non, c'est pas du tout ça que je suis en train de vous dire. Donc on va faire ensemble le tableau. Ce qui manque un petit peu pour moi, c'est une échelle, parce que comme vous allez le voir, c'est subjectif, hein, donc on peut pas répondre à 100% oui ou à 100% non sur une des deux cases. Je serais tenté de dire qu'il y a toujours une échelle. Donc, première question à se poser, l'économie, comment elle est? Est-ce qu'elle est dynamique? Est-ce qu'elle est morose? Aujourd'hui, on a plutôt envie de dire elle est molle, donc on est un petit peu au milieu des deux. Mais quelque part aussi, quand on se pose ça dans le cycle actuel que l'on est, on sait très bien aussi que on n'est pas dans un cycle naturel. Le cycle est très très long, mais le cycle est très mou également. C'est-à-dire qu'on monte, qu'on a une croissance économique molle, mais sur plus de temps. Et donc quelque part également, on le voit sur les 30 dernières années, on a de moins en moins de récessions. Les récessions arrivent de moins en moins souvent. Il faut faire attention de la façon dont on interprète les choses aujourd'hui, parce que potentiellement, le paradigme économique a changé, c'est-à-dire qu'on a des cycles qui sont plus étirés dans le temps. Les perspectives, est-ce qu'elles sont positives ou est-ce qu'elles sont négatives? Mais là aussi, on serait tenté de dire que les perspectives, pour l'instant, elles continuent d'être positives, mais on est en ralentissement. La question, c'est de savoir quelle va être la profondeur de ce ralentissement et la durée de ce ralentissement. C'est toujours la même chose, avant de parler de crise, de krach boursier, de récession. Je vous l'ai toujours dit, c'est de dire, ok, tout le monde appelle à la crise, tout le monde appelle à la récession, ok, mais de quoi on parle? Est-ce que ça va être une récession classique, peu profonde, et on va rebondir tout aussi vite? Ou est-ce que c'est une récession qui peut se transformer en dépression? Et cette dépression-là peut durer et donc transformer le marché et le paradigme également dans quelque chose de très très long. Donc c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre, parce que la récession en tant que telle, il ne faut pas en avoir peur, ça fait partie des cycles économiques, et quelque part c'est ce qui permet aussi de revêtir des opportunités. Ce qu'il faut bien comprendre justement, c'est pas finalement la récession ou la crise, c'est quelle est la profondeur, quel est l'impact, et quelle est potentiellement la durée, et donc le risque de transformer ça en dépression et en risque systémique, tout simplement. Les créanciers, est-ce qu'ils sont empressés ou est-ce qu'ils sont réticents? Aujourd'hui, on le voit, on est également, je dirais, entre les deux. C'est-à-dire qu'on voit bien également qu'on fait du crédit, on a de plus en plus de crédit, on a de plus en plus de croissance en crédit. L'Asie également, actuellement, c'est de la croissance de crédit. Ces dernières années, c'était de la croissance de l'outil de production, et maintenant, c'est de la croissance à crédit qui est générée. Donc après, c'est toujours pareil, on ne sait pas quel est le timing, c'est-à-dire où est la limite, et à quel moment, trop de crédit, tue le crédit. C'est toujours la même chose, donc on évite d'anticiper. Mais là, on sent bien également, on voit les appels à la Banque de France, on voit la BCE, on voit la Fed également, on sent bien que voilà, on est aux manettes quand même, et on essaye de faire attention, de se dire, et de faire des appels, de dire attention au crédit. Surtout, ce qui est le changement de paradigme, pour moi, c'est les subprimes. De la même façon que vous avez beaucoup de personnes justement qui vont utiliser des faits récents pour pouvoir se projeter dans le futur, la crise des subprimes, d'une certaine manière, elle est responsable du fait qu'on est dans un cycle qui est très très long, et surtout dans un cycle où on a beaucoup de pessimisme. Et donc encore aujourd'hui, je ne pense pas qu'on peut parler d'euphorie sur les marchés, tout simplement parce qu'on a beaucoup de personnes sur la réserve, beaucoup de personnes qui sont prudents. Malgré une hausse exceptionnelle des marchés boursiers ces 10 dernières années, on a toujours énormément de gens qui sont sur le bas-côté, qui sont dans l'attente, qui sont dans la peur, et donc qui ne participent pas à cette hausse-là. Et à l'euphorie, pour moi, une vraie euphorie, c'est qu'il y a tout le monde qui participe. C'est qu'il y a justement la peur telle de louper le train qu'on finit par craquer et on achète à des prix très élevés parce que tout simplement on craque que le voisin est en train de s'enrichir et pas nous. Clairement, je ne pense pas qu'on est encore dans ces dispositions-là, mais potentiellement on ne va pas tarder à y arriver. Donc on verra ça. Mais également, voilà, quand on prend cette ligne-là, on sent bien qu'il y a de la réticence quand même encore aujourd'hui, qu'on n'est pas totalement de dire c'est open bar sur le crédit, on essaye de signer, comme à l'époque des subprimes, tout et n'importe quoi. Donc là aussi, il y a des leçons qui ont été retenues de par le passé, et justement, moi j'ai tendance à croire que c'est par génération.
Et donc, si vous voulez, la dernière génération qui est aujourd'hui dans la force de l'âge, on voit bien que ces personnes-là qui sont encore aux manettes, elles sont encore traumatisées par la crise des subprimes. Traumatisées, donc on fait attention aux risques que l'on prend. Et donc, c'est ça aussi qui fait que la tendance et le cycle pour moi est mou, parce qu'on ne prend pas énormément de risques. Et c'est pour ça que donc ça dure beaucoup plus longtemps dans le temps. Et c'est pareil pour les marchés. Au niveau des marchés des capitaux, ils sont détendus ou resserrés? Question à vous poser. Pour moi, ils sont détendus. Au niveau du capital, est-ce qu'il est abondant ou est-ce qu'il est rare? Pour moi, il est abondant. Échéances, elles sont facilitées ou contraignantes? Elles sont, je dirais, facilitées un petit peu plus vers la droite, un petit peu plus vers le milieu. Les taux d'intérêt, ils sont faibles. Les spreads, ils sont étroits, larges, ils sont plus étroits. Les investisseurs, est-ce qu'ils sont optimistes? Est-ce qu'ils sont surexcités? Est-ce qu'ils sont désireux d'acheter? Ou est-ce qu'ils sont pessimistes, affligés, désintéressés par les achats? Là aussi, j'aurais tendance à dire, il y a 3-4 mois, c'est pour ça que j'étais très positif, il y avait énormément de pessimisme. Donc pour moi, c'était un bon vecteur. Beaucoup de cash, beaucoup de pessimistes. Dès qu'on publie quelque chose, c'est tout de suite, mais non, t'as rien compris, ça va se casser la figure. Ça, pour moi, un signal d'achat. Là, on sent qu'on a un petit peu moins de pessimistes. On a pas mal de pessimistes qui ont retourné leur veste, pas tous. Encore, c'est pour ça que je ne parlerai pas d'euphorie, mais on a pas mal de pessimistes qui ont retourné leur veste, et donc du coup on est un peu plus là aussi au milieu, au centre. Mais du coup, comme on est au centre et on n'est pas encore totalement vers la gauche, on n'est pas encore en mode euphorie. Alors il faut bien faire attention, quand on parle là, on parle vraiment sur du moyen long terme. On ne parle pas du court terme, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une correction du marché à court terme, mais donc là, ce que je suis en train de vous dire, parce que vous pouvez très bien avoir un suroptimisme et un mode euphorie, mais à court terme. Là, c'est la prise de recul à moyen et long terme. Aujourd'hui, on n'est clairement pas dans le mode surexcité. On a beaucoup de prudence, on a beaucoup de personnes qui sont encore observateurs et qui pour l'instant ne craquent pas encore à se dire « bon, ben, j'ai loupé le plus impressionnant marché boursier de l'histoire ». Et pour l'instant, est-ce que je craque? Non. Pour l'instant, c'est de se dire, bon, ben, je vais acheter de l'or et je me protège. Et c'est ça. Par contre, quand on aura tous les pessimistes qui retourneront leur veste, justement, c'est là, je pense qu'il faudra faire attention. Donc, je pense pas encore l'euphorie. Les marchés sont chers, les marchés sont hauts. Potentiellement, ils auront besoin de corriger. Mais ce n'est pas ça qui retournera les marchés à la baisse. Et peut-être c'est l'euphorie qui suivra ensuite. On verra. Détenteurs d'actifs, est-ce qu'ils sont contents d'avoir leurs actifs? Ou est-ce qu'ils se précipitent vers la sortie? Ben là, j'aurais tendance à dire, ils sont contents, mais ils sont prudents quand même. Mais personne réellement se précipite vers la sortie. Bon, vous l'avez compris, plus vous êtes à gauche, évidemment, et plus vous êtes sur un marché qui est euphorique et qui est en mode bulle, plus vous êtes à droite sur la majorité des questions, et plus vous êtes sur un marché qui est en panique, et qui est inefficient à la baisse, et donc en général, si vous avez des liquidités, c'est plutôt le bon moment d'acheter. Donc c'est le tableau qui peut être utilisé évidemment dans les deux. C'est-à-dire que fin 2018, on avait beaucoup de choses dans la case de droite, surtout la psychologie. Pour moi, la psychologie des foules est la plus importante ici, parce que derrière, ce qu'il faudrait, c'est pondérer. Optimalement, ce qu'il faudrait, donc, c'est mettre des notations de 1 à 5 ici, parce que c'est jamais tout blanc ou tout noir, et également pondérer derrière les différentes questions, et j'aurais tendance à surpondérer les aspects de capitaux et les aspects psychologiques également. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Les vendeurs, est-ce qu'ils sont rares ou est-ce qu'ils sont nombreux? Actuellement, ils sont plutôt rares. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était plutôt nombreux sur milieu 2019. Donc on était plutôt dans un sentiment de peur. Et donc c'est pour ça que c'était une belle opportunité. Là maintenant, ils commencent à devenir rares. Donc quand ils sont de plus en plus rares, vous avez des hausses exponentielles qui commencent à se mettre en place. Et les hausses exponentielles, c'est ce qui amène évidemment l'euphorie. Donc la hausse appelle la hausse. Et c'est ce qui fait derrière le fear of missing out, c'est-à-dire la peur de louper le train. Au niveau des marchés, est-ce qu'ils sont surpeuplés ou est-ce qu'ils cherchent à attirer l'attention? Actuellement, je serais plutôt tenté de dire qu'ils ne sont pas surpeuplés justement. On a beaucoup de capitaux, mais qui sont entre les mains finalement de peu de personnes. Parce que les investisseurs particuliers, ils commencent à revenir, mais bon, c'est pas encore le journal de 13 heures, donc on n'en est pas encore là, mais ça peut potentiellement arriver là dans les toutes prochaines semaines ou dans les prochains mois, on peut commencer à attaquer ce momentum-là. Au niveau des fonds, est-ce qu'ils sont difficiles d'accès?
Est-ce qu'ils s'en créent beaucoup quotidiennement, hein, c'est l'aspect offre-demande, c'est l'aspect marketing évidemment, ou alors est-ce que seuls les meilleurs trouvent de l'argent? Donc là, clairement, je pense que les fonds, on le voit, les meilleurs sont très difficiles d'accès, ils sont même fermés pour la plupart. Et derrière, ce que l'on voit au niveau des trackers, etc., c'est que ça envoie. Là, ça devient la jungle, et ils s'en créent énormément, même ils se créent des trackers sur la 5G, sur le quantique, etc. Bref, plein de trucs à la mode, mais si vous regardez à l'intérieur, on vous vend finalement à un taux, à des frais plus élevés, ce qui est déjà inclus dans les grands indices comme le Nasdaq, le S&P, etc. Donc faites attention par rapport à ça. Les trackers, ça va être ESG à mort, hein, c'est clair et net, et ces trackers-là, évidemment, on va vous les faire payer cher, et quand vous regardez ce qu'il y a à l'intérieur, très souvent, vous pouvez retrouver, et vous pouvez répliquer le même panier de valeurs avec des trackers indiciels classiques qui sont bien moins chers. Donc faites attention à l'effet de mode, faites attention au marketing également, et là, c'est clair que ça envoie à la toque, hein. Performance récente des prix des actifs, élevée, et elles sont excellentes, c'est clair et net, hein. Là on y est en plein, on est sur des hausses exponentielles, donc c'est ça également qui peut vous dire que à moyen long terme il y a peut-être encore de la marge parce qu'on n'est pas en euphorie pleine, mais par contre à court terme, une correction serait quand même bénéfique, serait quand même saine. Après, ça n'empêche pas que l'euphorie peut arriver après, ou alors on peut tout de suite rentrer en euphorie. Les rendements potentiels, du coup, ben, ils sont faibles. On est obligé de dire qu'ils sont faibles, même si on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Il ne faut pas se mettre de barrière, hein. Il ne faut pas vendre parce qu'on a l'impression que le marché est cher. C'est comme ça qu'on coupe les ailes à ses meilleurs trades, à ses meilleures performances. Par contre, voilà, sur cette colonne-là et sur cette question, on est obligé de se dire, bon, mais on est déjà assez haut, donc on peut penser que le ratio gain-risque est au désavantage de l'investisseur de long terme actuellement. Mais ça, voilà, c'est pareil, ça ne vous donne pas le timing, donc ça ne sert pas à grand-chose. Au niveau du risque, ben, forcément, si on est cohérent avec soi-même, on a tendance à dire ben, les risques sont actuellement, d'un point de vue macroéconomique, on voit qu'on a enlevé l'incertitude, on a enlevé le risque, donc c'est ce qui permet d'avoir cet effet bouchon de champagne hein, depuis 3-4 mois, mais derrière, ces risques-là, bon, ils sont toujours présents, c'est juste qu'on a enlevé l'incertitude, on a donné un petit peu plus de visibilité, mais on sait aussi qu'ils peuvent revenir très rapidement sur les marchés. Donc du coup, ça, c'est également des facteurs qui peuvent amener de la volatilité. Je pense que le risque le plus important sur les marchés en 2020, c'est un retour, à un moment donné ou à un autre, de la volatilité. Donc il faut y être préparé, savoir justement que peut-être le changement de paradigme se fera sur ça, et que donc on va secouer le cocotier, comme on dit, et là les mains tremblantes, les personnes qui sont rentrées très tardivement dans les marchés, et qui, pour rattraper leur retard, ont surinvesti, se sont surexposés, n'ont pas forcément pris le temps de se former, etc., c'est eux que ça risque de faire drôle, c'est eux qui vont se faire secouer, c'est eux qui vont devenir émotionnels, et donc c'est eux qui vont manquer de discipline justement et faire n'importe quoi. Enfin, au niveau des qualités à apprécier sur les gestionnaires, sur les traders, etc., dans un marché qui est en mode euphorie bien haussier, on a tendance à vouloir des gens qui sont agressifs, qui vont aller chercher des positions spéculatives, qui vont concentrer donc leur portefeuille pour évidemment maximiser les gains, et qui vont faire des gros paris. A contrario, quand évidemment le marché est morose, on recherche plus de la prudence, de la rigueur, de la discipline, de la sélectivité, du stock picking, ce qu'on a, de la marge de sécurité, et derrière de l'investissement plutôt value, en achetant des moats, etc., à la Warren Buffett. Et donc là, ce que l'on voit, et j'aurais tendance qu'on est, entre les deux également, là aussi. C'est-à-dire qu'on voit quand même beaucoup de gérants qui ont beaucoup de cash, mais qui ne sont pas non plus super agressifs, super concentrés, pas mal éclaté, pas mal diversifié encore, et surtout très sélectif. Et surtout, on voit qu'on a de plus en plus de l'intérêt pour la value, pour les actifs tangibles, et donc on va se protéger également, on met du défensif entre guillemets, puisque dans un marché baissier, jamais rien n'est défensif, mais là, on met quand même du défensif. Et ça, je pense également que la précédente crise, et la crise des subprimes, aide à ça également, c'est-à-dire qu'on est finalement sceptique, et on l'a vu tout au long de ce marché boursier haussier exceptionnel, c'est toujours le scepticisme qui l'a emporté, c'est-à-dire on était positif, mais toujours avec un aspect prudent. Et ça, typiquement, je dirais que c'est la crise des subprimes qui a fait énormément de bien, entre guillemets, dans ce sens-là, c'est-à-dire que ça a permis justement de beaucoup plus contrôler les hausses. Alors là, on est peut-être potentiellement à court terme sur un épiphénomène un petit peu euphorique qui devra être corrigé,
Mais sur le long terme, on voit que cette hausse est quand même très graduelle et surtout longue dans le temps. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant puisque c'est quelque chose qui lui a permis de perdurer aussi longtemps. Donc voilà un petit peu pour ce tableau, pour ce que j'en pense. N'hésitez pas du coup dans les commentaires de vous répondre aux questions le plus honnêtement possible. Bien entendu c'est subjectif, bien entendu suivant d'où vous venez, ce que vous pensez, etc. Vous allez noter les choses différemment. Mais voilà du coup un cadre de travail éventuellement qui peut vous aider à savoir un petit peu où on se situe, pour également adapter ça à votre stratégie de portefeuille. Attention, ça ne vous donne absolument pas le timing, il n'est pas question ici d'avoir le timing, il est question d'avoir une vision d'ensemble. Et cette vision d'ensemble, derrière, de pouvoir la juxtaposer à ce que vous montrent les marchés et d'attendre tout simplement les signaux, mais d'être préparé et de forger ce que j'appelle vos hypothèses de travail et de forger vos plans. Et donc du coup, quand vous avez les signaux sur les marchés, vos plans sont déjà prêts, finalement, c'est ça qui vous amène la réactivité nécessaire et qui vous permet finalement de prendre les bonnes décisions. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à partager la vidéo également et à vous abonner comme ça pour ne pas louper les prochaines. Quant à moi, je vous retrouve dans les commentaires, je suis impatient de savoir comment vous notez ces différentes rubriques du tableau et du coup quelle est votre conclusion sur les perspectives et donc sur votre stratégie de portefeuille éventuelle. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes.